Alors, on va résoudre quelques exercices élémentaires de mécanique quantique, en fait, sur les mathématiques à la base de l'algèbre commutative de la quantique. Donc, quelques rappels sur les déterminants, les traces, sur les commutateurs, les valeurs propres dégénérées, et on fera ensuite les matrices normales. Donc, trois exercices simples d'application. Alors, je donne quelques rappels. Eh bien, si on suppose que B est une matrice, souvent on prend B matrice carrée, Mn de C, d'accord? Donc N ligne, N colonne, à valeur dans le corps des complexes. Eh bien, on définit l'exponentielle de cette matrice. Donc, on suppose donc l'objet B n'est pas un scalaire, n'est pas un réel, n'est pas un complexe, c'est une matrice, d'accord? Eh bien, l'exponentielle de cette matrice, par définition, on utilisera la forme de l'expression en développement en série entière en fait de l'exponentielle. Eh bien, c'est la somme pour n variant de 0 à l'infini d1 sur n factoriel b puissance n. On sait effectivement calculer la puissance nème d'une matrice, puisque b puissance n, b étant une matrice, d'accord, c'est b fois b fois b, le tout n fois. D'accord. De la même manière, l'exponentielle de b fois t, on suppose que t c'est par exemple un vecteur de Rn ou de Cn, donc de Cm avec m coordonnées. Donc, on peut très bien faire le produit matriciel entre la matrice B et ce vecteur t. On obtient également une matrice, d'accord? Bt est de toute façon là une matrice. Et bien l'exponentielle de Bt sera égale à la somme pour n variant de 0 à l'infini des 1 sur n factoriel b puissance n t puissance n. D'accord? Alors, on nous demande effectivement dans le premier exercice, soit une matrice grande A dépendant d'un paramètre t vérifiant la dérivée de cette matrice par rapport au temps est égale à la matrice, qui dépend du paramètre t, t paramètre temporel ou pas, multiplié par b. On nous demande de montrer que a de t est de la forme a0 exponentielle b fois t. Et quelle est la solution à ce moment-là de la dérivée partielle de a de t sur dt qui est égale à b a fois t. Donc je rappelle, a et b sont des matrices. Donc on dérive en fait, on dérive quelque part une matrice. Bien. Eh bien, si on utilise la définition donc précédente de l'exponentielle d'une matrice, eh bien, la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle de b de t, on va utiliser en fait les règles traditionnelles de l'analyse. Ça va être égal à la somme pour n égale 0 à l'infini d1 sur n factoriel b puissance n, t puissance n moins 1. D'accord? Donc ça, c'est égal à la somme pour n variant de 1 à l'infini d 1 sur n, n moins 1 factoriel. Ok? Le but, c'est de faire apparaître en fait l'exponentielle bt, d'accord? Multiplié par n, b puissance n, t puissance n moins 1. Donc je factorise, je sors b, et donc je me retrouve avec du b puissance n moins 1 sous la parenthèse, sous la sommation infinie. Et donc c'est égal à b fois la somme pour n variant de 1 à l'infini d 1 sur n moins 1 factoriel, b puissance n moins 1, t puissance n moins 1. J'opère un changement de variable élémentaire, je pose m égale n moins 1, pour pouvoir changer l'indice, et au lieu de commencer une sommation à partir de 1, je commence la sommation à partir de 0, pour pouvoir retrouver l'exponentielle de ma matrice, en fait. Eh bien, je trouve que ceci est donc égal à b fois la somme sur m, d1 sur m factoriel, b puissance n, t puissance m, et ceci n'est rien d'autre que b fois l'exponentielle de bt. Autrement dit, si j'ai A0, si j'ai A de t qui est de la forme A0 exponentielle bt, alors si je dérive par rapport au temps ma matrice, mon objet matriciel A de t, eh bien ça va être égal à A0, la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle bt, que l'on vient juste de calculer à l'instant. Et donc, par nos règles de calcul précédemment définies, c'est égal à A0 exponentielle bt fois b, c'est égal à AT fois b. Ainsi, A de t égale exponentielle bt à 0, donc A point, pour dire que c'est la dérivée par rapport au temps, de t est égal à b exponentielle bt à 0. Hein, on a des matrices ici. Okay, donc la solution de la dérivée par rapport au temps de t égale b exponentielle de at, également en termes au niveau matriciel, de l'algèbre matricielle, on a également que a de t est de la forme exponentielle bt. Exponentielle bt est dans une matrice a de 0. Okay. Alors, deuxième exercice, commutateur et valeurs propres dégénérées. Soit trois matrices n fois n, une première matrice nn, donc c'est une matrice carrée, matrice A, une matrice B et une matrice C qui vérifie le commutateur entre A et B est nul, le commutateur entre A et C est nul, et par contre le commutateur entre B et C est non nul. Je vous rappelle que le commutateur entre de AB c'est AB moins BC, donc le commutateur de AC c'est AC moins
c'est A, et le commutateur de BC, c'est BC moins CB. Montrer qu'au moins une valeur propre de A est dégénérée. Alors, on considère, donc si je considère AT1 et AT2, alors le commutateur entre AT1 et AT2, c'est AT1, AT2 moins AT2, AT1. Ok. Donc, on peut sortir, on peut sortir T1, T2. C'est donc égal à T1, T2 multiplié par A moins AA. C'est donc égal à 0. Alors, si je calcule le déterminant, donc on va utiliser la règle de calcul, le déterminant de l'exponentielle AT par le déterminant de l'exponentielle AT2, c'est le déterminant de AT1 fois AT2. C'est donc égal de l'exponentielle AT1 fois exponentielle AT2, c'est donc égal au déterminant de l'exponentielle AT1 plus AT2. Pourquoi? Parce que le commutateur entre AT1 et AT2 est nul, et il commute. Donc ça, c'est effectivement la règle de calcul. En général, si A et B, en fait, commutent, donc leur commutateur est nul, eh bien l'exponentielle de A par l'exponentielle de B, c'est égal à l'exponentielle de A plus B. Si on pose B égale l'exponentielle de A, on obtient A qui est égal au logarithme de B. Et donc, le déterminant de l'exponentielle A, c'est l'exponentielle de la trace de A. Donc, ça, c'est quelques rappels. Je vais considérer maintenant une matrice diagonale. Donc, une matrice diagonale D1, D2, Dm, de dimension M. Eh bien, le déterminant de l'exponentielle de D, c'est l'exponentielle de la trace de D, puisque le déterminant de matrice diagonale, c'est le produit de ces éléments diagonaux. D'accord? Et l'exponentielle de D, donc l'exponentielle de ma matrice diagonale, ça sera alors la somme pour n valant de 0 à l'infini d puissance n. Donc je calcule la puissance nème de ma matrice sur n factoriel. Je prends un cas élémentaire, le cas où m égale 2. Ma matrice diagonale s'écrit sous la forme d1, 0, d0, donc d2. Si je calcule d2 carré, ben, c'est le produit matriciel de d1, d2 avec d1, d2. J'obtiens du d1 carré, d2 carré. De même, on montre que d puissance d au cube, c'est d1 cube, d2 cube, dm cube. Et on peut montrer donc, par récurrence ou pas sur m, que l'exponentielle d est égale à la somme pour n égale 0 à l'infini, 1 sur n factoriel. Ben, on n'a pas besoin de le démontrer par récurrence, puisque voilà. C'est égal en fait à d1 puissance m, d2 puissance m, dm puissance m. Donc l'exponentielle d, je rentre le 1 sur n factoriel à l'intérieur. Je le distribue sur tous les coefficients de ma matrice diagonale. Donc c'est égal à la somme pour n égale 0 à l'infini des d1 puissance n sur n factoriel, dm puissance m sur n factoriel. Autrement dit, l'exponentielle de d, c'est égal à la somme des d1 puissance n sur n factoriel, somme des dm puissance n sur n factoriel. Et on retrouve bien que l'exponentielle de grand D, ça va être égal à la matrice diagonale, ayant pour diagonale l'exponentielle des DI, pour y variant de 1 à m. Donc ça, on vient de faire le cas d'une matrice diagonale. Aussi, le déterminant de l'exponentielle D, c'est égal au produit pour y variant de 1 à m d'exponentielle DI. Donc l'exponentielle D1, l'exponentielle D2 jusqu'à l'exponentielle DM. On utilise les propriétés d'exponentielle, et donc le produit exponentiel, c'est égal à l'exponentielle de la somme, autrement dit l'exponentielle de D1 plus D2 jusqu'à DM. Et cette somme n'est rien d'autre que la trace de la matrice. Hein. La trace d'une matrice étant la somme de ses éléments diagonaux. Okay, alors, oui, en fait, c'est pour ça, je suis avancé dans l'exercice 2, mais effectivement, on vient de montrer que le déterminant de AT1 par déterminant de AT2, c'est d'être de A, facteur de T1 plus T2, et que le déterminant de l'exponentielle A, c'est l'exponentielle de la trace de A, et de façon équivalente, le déterminant de B, c'est l'exponentielle de la trace logarithme de B. Donc ça, on est en train de le démontrer. On va le démontrer. Voilà. Alors, donc, une matrice A peut se mettre donc sous la forme UDAG DU, d'accord. U est un opérateur unitaire, c'est une matrice unitaire. Je vous rappelle que l'opération DAG, en fait, c'est tout simplement l'opération de transposition auquel on ajoute l'opération de complexe conjugué. Donc UDAG, c'est la transposée de U plus le complexe conjugué en fait de la matrice U. Donc on prend le complexe conjugué de l'ensemble de ses coefficients, d'accord. Et U étant une matrice unitaire, on va avoir U UDAG qui est égal à U UDAG, donc qui est égal à UDAG U, pardon. Ok, c'est égal à l'identité. Autrement dit, la matrice ayant 1 sur toute sa diagonale. Le déterminant de UDAG U, c'est le déterminant de 1.
Donc, par définition, donc, de l'opérateur déterminant de det de AB, c'est det de A par det de B ici, donc c'est det de U plus par det de U. Et donc, par définition, donc, on a effectivement posé que l'exponentielle d'une matrice grand A, matrice carrée, c'est la somme pour n valant de 0 à l'infini des A puissance n sur n factoriel. Bien, ben, A carré, ça va être U dag du multiplié par lui-même, c'est-à-dire U dag du, mais U dag, c'est l'identité, donc on va avoir du D carré. Et donc A carré, c'est U dag D carré U. Matriciellement. A cube, ça va être, bon, c'est A carré A, donc A carré, donc ici, donc U dag D carré U, c'est A carré, multiplié par A c'est U dag U. On retrouve effectivement, on utilise effectivement le fait qu'on a la matrice unitaire, U dag c'est l'identité, et donc c'est U dag D cube U. De la même manière, A puissance n sera égal à U dag D puissance n U, étant la matrice diagonale, hein. Et donc, l'exponentielle de grand A sera donc égale à la somme pour n égale 0 à l'infini. On a vu que A puissance n, c'est donc U dag D puissance n sur n factoriel. U, j'ai rentré le n factoriel. Mais D puissance n sur n factoriel, en fait, je sors le U dag à gauche par commutativité et il reste à droite. On a donc que l'exponentielle A, c'est U dag exponentielle DU. Ensuite, le déterminant de l'exponentielle de A, c'est le déterminant donc de U plus exponentielle DU. C'est donc égal au déterminant de U plus par D de U. J'utilise la commutativité du déterminant. Parce que le déterminant d'une matrice, c'est un scalaire, c'est un réel, multiplié par le déterminant de l'exponentielle de la matrice diagonale. Le déterminant, donc c'est égal au déterminant de l'exponentielle D, c'est égal à l'exponentielle de la trace de la matrice diagonale. Et la trace de D, c'est égal à la trace de A, puisque la trace d'une matrice, puisque A c'est U plus D N, U et bon voilà, par commutativité. Donc c'est égal à la trace de D. Autrement dit, on vient de démontrer que le déterminant d'exponentielle de A, c'est égal à l'exponentielle de la trace de A. Ok. Alors, exercice 2 maintenant. Commutateur et valeur propre dégénérée. Donc effectivement, j'ai lu l'énoncé tout à l'heure. Donc on a trois matrices, il faut montrer qu'au moins une des valeurs propres est dégénérée, sachant que B et C ne communiquent pas. Alors quelques rappels d'algèbre linéaire. Donc pour lui, l'opérateur, l'observable, ou la matrice A appliquée donc à notre vecteur lambda 1 qui est égal à 1, vecteur lambda 1, signifie donc que lambda 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, pour l'observable A, pour la matrice A, ok, pour l'opérateur grand A. Bon, ici on n'a pas le chapeau de l'opérateur, mais on peut considérer que c'est un opérateur. Si le vecteur lambda k est différent du vecteur lambda y, eh bien AK sera différent de AY. Donc pour n égale 3, donc ça c'est effectivement le fait que les vecteurs propres ne sont pas dégénérés. Donc A lambda 1 est égal à 1 lambda 2, donc on a que lambda 1 est vecteur propre de la matrice A pour la valeur propre 1. On a de même que lambda 2 est vecteur propre de la matrice A pour la valeur propre A2, et A lambda 3 est égal à A3 fois lambda 3, fois le vecteur lambda 3. Autrement dit, le vecteur lambda 3 est un vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre A3. Eh bien dire que on n'a pas de dégénérescence donc des valeurs propres. Je vous rappelle qu'en mécanique quantique, les valeurs propres correspondent souvent au niveau d'énergie, dans le cas discret. Et donc on parle de dégénérescence de l'énergie en quantique, ce qui se traduit en mathématiquement par voilà, non-dégénérescence implique que A1 différent de A2 différent de A3. En fait, oui, ça veut dire que on peut pas avoir le même niveau d'énergie pour deux fonctions d'onde différentes en fait. Donc un état d'énergie est dégénéré en mécanique quantique si effectivement, d'un point de vue quantique, on peut avoir plusieurs valeurs vecteurs propres qui correspondent au même niveau d'énergie. Le niveau d'énergie étant les valeurs propres. Ok. Donc si on a dégénérescence, eh bien on peut avoir par exemple 1 égale à 2 égale A. Ok. Donc l'espace des vecteurs propres correspond de A et de dimension 2. Supposons que l'on prenne un vecteur V comme combinaison linéaire de ces vecteurs propres. Autrement dit, le vecteur V va s'écrire sous la forme mu1 fois le vecteur Luket lambda 1 plus mu2 fois le vecteur Luket lambda 2.
Bon, je vais représenter ici sur un schéma, si on est en dimension 2, c'est assez représentatif, d'accord? Eh bien, si j'applique l'opérateur A ou la matrice A au vecteur V, eh bien, je vais avoir que c'est égal à A mu 1 lambda 1 plus mu 2 lambda 2. C'est égal à mu 1 A lambda 1 plus mu 2 A lambda 2. Autrement dit, je sors A en facteur, c'est égal à A mu 1 lambda 1 plus mu 2 lambda 2, c'est égal à A lambda V. Autrement dit, le vecteur V est également un vecteur propre de la matrice A, de l'observateur A pour la valeur A. Donc chaque vecteur dans cet espace est un vecteur propre. Donc si on revient à notre exercice, donc si en fait le commutateur entre A et B, entre les deux matrices, est nul, eh bien on peut diagonaliser en fait ces deux matrices dans une base commune. A lambda 1, A lambda I va s'écrire AI fois le ket lambda I. BA appliqué à lambda I, ça va être B, donc A lambda I c'est AI lambda I, puisque lambda I est un vecteur propre pour l'observable A associé à la valeur propre AI. Donc là, je peux permuter puisque j'ai une matrice multipliée par un scalaire. Donc le scalaire, je le mets devant. Ça n'a absolument pas d'importance. Il y a commutation, effectivement. Puisque multiplier un scalaire par une matrice à gauche ou à droite, c'est exactement la même chose. On multiplie l'ensemble de ces coefficients par le scalaire en question. Donc c'est égal à IB fois lambda I. Mais B lambda I, par définition, c'est BI, petit BI, lambda I. Autrement dit, le vecteur propre lambda I est également donc un vecteur propre de l'observable A, mais cette fois-ci associé à la valeur propre BI. Autrement dit, on obtient que c'est égal à AB fois lambda I. D'accord. Et A multiplié par la matrice B associée au vecteur propre lambda I, ça va être égal à AI multiplié par donc la B lambda I. Donc B lambda I, donc le produit de la matrice B par appliqué au vecteur lambda I, donc au ket lambda I, est un vecteur propre de grand A associé à la valeur propre AI. Si AI n'est pas dégénéré, eh bien on a B appliqué donc au vecteur lambda I va être égal à BI des BI lambda I. Donc le ket lambda I est aussi un vecteur propre de B. En fait, tout ça d'un point de vue algébrique, d'un point de vue oui, voilà, algébrique, ça correspond à dire qu'il y a une rotation possible pour pouvoir diagonaliser la matrice B. Donc, si le commutateur entre A et B est nul, les deux observables, bon, représentés dans un espace de Hilbert par une matrice, d'accord? Donc, ces deux matrices sont diagonalisables dans une même base. Donc, effectivement, si le commutateur entre A et C est nul, alors A et C diagonalisables dans une même base. Donc, si les valeurs propres de A ne sont pas dégénérées, eh bien, la commutation entre B et C est nulle. B et C commutent. Donc, en effet, donc le vecteur lambda I est un vecteur propre associé à l'observable B pour la valeur propre BI, mais c'est également un vecteur propre de l'observable C, de la matrice C, associé à la valeur propre CI. Donc, si on applique le ket lambda I donc au produit matriciel BC, si BC appliqué au ket lambda I, bah, ça va être égal à BCI lambda I. Donc je permute, donc CIB, puisque pour le même argument que précédemment, on peut commutater puisque CI c'est un scalaire, B c'est une matrice, d'accord. Mais B lambda I, c'est égal à BI lambda I. Autrement dit, on obtient que c'est égal à CI B lambda I. De même, si on calcule CB lambda I, eh bien on va voir que c'est égal à C petit BI lambda I, puisque lambda I est un vecteur propre de B pour la valeur propre BI. Ok. Donc BI, je le sors, je peux commuter BI et C, puisque BI est un scalaire, C c'est une matrice, donc j'ai du BI C, donc la matrice C appliquée au vecteur lambda I, mais lambda I est un vecteur propre de C pour la valeur propre CI, autrement dit c'est égal à BI CI fois lambda I. Mais BI CI, ben, en fait ce sont deux scalaires, donc on peut les commuter, BI CI c'est CI BI, et donc on a BC appliqué à lambda I qui est égal à CB appliqué à lambda I, et donc le commutateur entre B et C est nul. Donc on peut maintenant passer au troisième exercice. Donc les matrices normales. Donc une matrice C est dite normale si elle commute avec la matrice hermitique conjuguée. Autrement dit, si CDAG C est égal à C CDAG, en écrivant C sous la forme 1/2 de C plus CDAG plus I fois 1 sur 2I C moins CDAG est égal à A plus IB, on nous demande de montrer que C est diagonalisable. Bon, ben, on va tout simplement écrire C sous la forme 1/2 de C plus 1/2 de C, c'est C, auquel on va rajouter
1 demi de C+, moins 1 demi de C+. Donc c'est juste un jeu de réécriture. On va factoriser ce qui va ensemble. Donc on va avoir que c'est égal à 1 demi de C plus C plus C+. Quand je dis C+, c'est CDAG, hein, c'est le transposé conjugué. On transpose l'opérateur, le vecteur, la matrice, et on prend dans ces coefficients l'ensemble des complexes conjugués, plus 1 demi de C moins CDAG. Donc si c'est égal à 1 demi de C plus CDAG plus 1 sur 2i fois i, le réel imaginaire pur, C moins CDAG. Et donc on a mis cette matrice sous la forme grand A plus i fois grand B, où grand A est une matrice symétrique, qui est égale à C plus CDAG sur 2, et grand C et B est une matrice antisymétrique en fait, est égale à C moins C plus sur 2i. Effectivement, si je calcule, non pardon, B est une matrice symétrique également, hein. Donc je le démontre sur ces deux lignes de calcul ci-dessous. Donc A DAG, ça va être C plus sur 2 DAG. Donc l'opérateur DAG est distributif, je le distribue. Donc c'est un demi de C++ plus C++, on dit C DAG DAG, mais C DAG DAG c'est rien d'autre que DAG, ok, puisque lorsque je prends l'opérateur transposé de la transposée d'une matrice, j'obtiens bien ma matrice, d'accord. Si je transpose 2 fois, je retrouve l'identité. Si je prends le complexe conjugué du complexe conjugué, ben je retrouve le complexe en question, hein. Le complexe conjugué d'un complexe, du complexe conjugué d'un complexe, et ben c'est le complexe. C'est égal à A, et de même, BDAG, c'est égal à C moins CDAG sur 2i DAG, c'est égal à moins 1 sur 2i, moins 1 sur 2i, ok, parce que j'ai transposé i, ça devient moins i, hein. Le complexe conjugué du complexe imaginaire pur, i, c'est moins i, ok. Et donc j'ai du CDAG moins CDAG-DAG. CDAG-DAG c'est C, on vient de le montrer. C'est donc égal à C moins CDAG sur 2i, c'est égal à B. Donc A et B sont hermitiennes. Ce sont des matrices hermitiennes. Donc leurs adjoints qui sont égales donc à leurs adjoints. Voilà. Donc je peux diagonaliser AB. Alors le commutateur entre A et B, donc bon, 1 sur 4i, voilà le commutateur entre C plus CDAG plus C et C moins CDAG. Donc par linéarité, c'est égal à 1 sur 4i fois le commutateur entre C plus C et moins le commutateur entre C, C+. Mais on avait par hypothèse que CDAG C c'est égal à C, CDAG. Autrement dit, on a donc que C plus C est égal à 0. Car C est normal, par hypothèse. Donc ça implique que le commutateur entre A et B est nul. On a 1 sur 4i multiplié par 2 fois le commutateur entre CDAG, la matrice CDAG, l'opérateur DAG appliqué à la matrice C et C, est nul, puisque c'est normal. Donc je peux trouver une base où A et B sont diagonalisables simultanément. Ok. Et on a que la matrice A appliquée aux quêtes, l'opérateur A appliqué aux quêtes lambda I, ou la matrice A appliquée au vecteur lambda I, est égal à AI fois ce même vecteur. Autrement dit, lambda I est un vecteur propre de la matrice A associée à la valeur propre AI. Et de même, le vecteur lambda I est un vecteur propre de la matrice B associée à la valeur propre BI. Ok. Donc C appliqué aux quêtes lambda I, c'est rien d'autre que AI plus IBI appliqué aux quêtes lambda I, mais AI plus IBI appartient encore des complexes, d'accord. Donc ça n'appartient pas au réel, car en fait, si on prend le complexe conjugué, si on calcule CDAG, ben CDAG n'est pas égal à C. Ok. Donc voilà. Donc on peut maintenant passer à l'exercice 4. Alors, exercice sur donc, les identités opérationnelles en mécanique quantique. Donc on considère l'opérateur f de t fonction du paramètre t. Donc f de t de la forme exponentielle ta fois grand B, donc une matrice exponentielle moins ta, A étant une matrice. Donc les opérateurs f sont représentés par des matrices nn, donc des matrices carrées. On nous demande de montrer que la dérivée de f par rapport au temps est égale au commutateur entre A et f de t. Que la dérivée seconde de f par rapport à dt2 est égale au commutateur entre A et le commutateur entre A et f de t, etc. etc. On déduire que l'exponentielle ta b exponentielle moins ta est égale à b plus t sur 1 factoriel, commutateur entre A et B, plus t2 sur 2 factoriel, commutateur entre A et le commutateur entre A et B, etc. etc. On suppose que A et B commutent tous deux avec leur commutateur. Écrire une équation différentielle pour l'opérateur, donc gt exponentielle AT exponentielle BT. En déduire par intégration entre t égale 0 et t égale 1 la relation exponentielle A plus B est égale exponentielle A exponentielle B exponentielle moins 1 demi du commutateur entre A et B. Attention, cette identité n'est pas généralement valable, elle n'est garantie que si le commutateur entre A et le commutateur A et B est égal au commutateur entre B et le commutateur entre A et B. C'est égal à 0.
Montrer également avec ces mêmes hypothèses que exponentielle A exponentielle B est égal à exponentielle B exponentielle A multiplié par l'exponentielle du commutateur entre A et B. Bon, je pense que vous avez mis sur pause. Vous allez chercher de votre côté. Donc voilà la solution. Donc f de t donc, est égal à exponentielle AT B exponentielle moins AT. Hein, donc A et B sont des matrices carrées NN, de dimension NN. N. Donc si je dérive par rapport au temps f de t, donc je vais avoir, j'utilise la règle du produit de commutation, hein, uv', suv', v plus uv'. Donc je vais dériver le premier terme exponentiel AT, donc d'après le tout début de l'exercice de cette vidéo sur la dérivation des matrices. Donc je sors A, ma matrice A, exponentielle AT, fois B exponentielle moins AT, cette fois-ci plus exponentielle AT qui ne change pas, plus la fois la dérivée de B exponentielle moins AT, mais la dérivée de B exponentielle moins AT étant constante, si je dérive par rapport à T, je sors du moins 1, effectivement, moins 1. Autrement dit, dérivée par rapport au temps de f de t, ce n'est rien d'autre que la matrice A multipliée par mon opérateur f de t, moins f de t A. Mais A, f de t moins f de t A, ce n'est rien d'autre que le commutateur entre A et f de t. Ok? Maintenant, la dérivée seconde par rapport au temps de f de t, ça va être égal à la dérivée par rapport au temps de la dérivée première, f point. Hein. F point, c'est df sur dt. Donc, A étant constante, je dérive à l'intérieur du commutateur, bien en fait je dérive f point. Autrement dit, c'est la dérivée du commutateur entre A et f de t, et bien c'est égal à A, et c'est égal au commutateur entre A et la dérivée de f de t. Mais dérivée de f de t, on vient de le démontrer, c'est A f de t. Autrement dit, c'est égal au commutateur entre A et le commutateur entre A et f de t. Bien, on en déduit ensuite, bon, etc. par une récurrence évidente, que la dérivée énième sur dtn de f de t est égal au commutateur entre A et le commutateur entre A et le commutateur entre tout ça n fois A et f de t. Alors, exponentielle ATB, exponentielle moins AT, donc est égal à f de t. On peut développer f à l'aide de sa série de Taylor. Donc je vous rappelle, voir cours de maths sup, première année d'université, je pense, en maths, que bien en fait f de t, on peut l'exprimer avec ses coefficients de Taylor, hein, développement limité, développement en série de Taylor, hein, c'est pas limité, on parle de série de Taylor. C'est f de 0 plus f' de 0 t plus 1 sur 2 factoriel f seconde de 0 plus 1 sur 3 factoriel f seconde de 0 fois t2 plus 1 sur 3 factoriel f dérivée troisième de 0 T3, etc., etc. Autrement dit, f de t s'écrit sous forme de série de Taylor, la somme pour n égale 0 à l'infini des f dérivée énième de 0 sur n factoriel t puissance n. Donc je rappelle la notation, f dérivée énième de 0, on peut l'écrire de la manière suivante, la dérivée énième par rapport à dtn de f pris ou calculé en 0. Ok? Ainsi, si je calcule f de 0, je vais avoir de l'exponentielle a0. Donc A, c'est une matrice, et 0, ben, ça va être le vecteur colonne qui a 0, qui a n composante 0, fois b exponentielle moins a, ça va être égal à b. F' de 0 donc, va être égal donc, au commutateur entre a et f de t en t égale 0. Et ça, ce n'est rien d'autre que le commutateur entre a et f de 0. Ben, le commutateur entre a et f de 0, c'est le commutateur entre a et b. Ok? F dérivée n de 0, c'est commutateur entre A, etc. jusqu'à commutateur entre A et F de 0. F de 0, c'est B. F de T, donc en série de Taylor, va s'écrire B, donc la matrice B, plus le commutateur entre A et B. Je vous rappelle que le commutateur entre A et B, c'est une matrice, hein, où c'est, puisque je fais le produit matriciel enfin, une matrice, c'est un vecteur. C'est le produit matriciel entre A et B. Ce sont deux matrices, non, c'est une matrice NN, puisque A est une matrice NN, B est une matrice NN. Si je commute A avec B, donc deux matrices NN entre elles, ça nous donne une matrice NN, auquel je soustrais la matrice BA, mais la matrice BA, c'est une matrice NN, donc j'obtiens bien une matrice NN, hein, d'accord, fois T, fois 1 sur 2 factoriel, commutateur entre A et commutateur AB, etc., etc. Donc, si AB égale 0, donc il faudra montrer exponentielle A plus B est égal à exponentielle A, exponentielle B, exponentielle A plus B, exponentielle A, exponentielle B fois exponentielle moins 1,5 du commutateur entre A et B. Autrement dit, on verra qu'on pourra écrire exponentielle A plus B égale exponentielle A, exponentielle B, si A et B sont des matrices, d'accord,
eh bien, ceci, on pourra l'écrire de même qu'on l'écrit de manière naturelle dans le corps des complexes ou dans le corps des réels, si et seulement si, en fait, le commutateur entre A et B est nul, autrement dit, les deux matrices commutent. Donc, si les deux matrices commutent, on pourra écrire exponentielle A exponentielle B égale exponentielle B exponentielle A. Et je vous rappelle que, bon, voilà, pour voir si deux matrices commutent, on calcule leur commutateur, s'il est nul, elles commutent. Bon, voilà. Donc on va poser donc g de t exponentielle grand A de t fois exponentielle grand B de t, A étant une matrice, t étant un vecteur colonne, A une coordonnée, donc g point de t qui est la dérivée temporelle de g, dérivée de g par rapport au temps, va être égal à A exponentielle AT exponentielle BT plus exponentielle de AT fois exponentielle BT fois B, va être égal à A GT plus GT fois B. Donc GT étant une matrice, donc on va avoir GT qui est égal à exponentielle AT fois exponentielle BT, G point de t va être égal à A gt plus exponentielle ATB exponentielle BT, qui est égal à A gt plus exponentielle ATB exponentielle moins AT exponentielle moins AT BT, donc exponentielle moins AT fois AT, ça c'est l'identité. Autrement dit, c'est égal à AGT plus exponentielle ATB exponentielle moins AT fois GT. Donc on nous donne, on nous dit en fait effectivement dans l'exercice, non ça, qu'elle n'est garantie que si ça est égal à 0. D'accord, montre également avec les mêmes hypothèses que exponentielle A exponentielle BT. Bon. Donc, g point de t, c'est égal au commutateur entre... non, c'est égal à A plus exponentielle ATB exponentielle moins AT fois GT. Ceci est donc égal à 0, solution de cette équation différentielle. On en déduit que, puisque ça c'est égal à 0, on déduit que g de t est égal à exponentielle, et de la forme exponentielle ct, g0. Donc si maintenant on pose c qui est égal à A plus exponentielle ATB exponentielle moins AT, qui est égal à A plus B plus commutateur entre A et B, T plus etc. C'est égal à, ça, ce terme-là est égal à B plus commutateur entre A et B, T plus 1 demi de, sur 2 factoriels, T carré commutateur entre A et AB, ceci étant égal à 0 par hypothèse. Eh bien, on va voir que GT qui est de la forme exponentielle A plus B, T plus 1 demi du commutateur entre A et B fois T carré fois G0. Et gt qui est égal à exponentielle a fois exponentielle b qui est égal à exponentielle a plus b plus 1 demi commutateur entre a et b, exponentielle de a plus b fois, donc on utilise l'exponentielle de a plus de u plus v, c'est exponentielle v, hein, et on l'a démontré bon, précédemment, c'est égal à exponentielle de a plus b plus fois exponentielle d'un demi du commutateur entre a et b. Et on a donc le commutateur entre soit a, soit b et ab est égal, et le commutateur entre a et b est égal à 0. Exponentielle a, exponentielle b, donc c'est exponentielle a plus b fois exponentielle de 1 demi commutateur entre a et b. L'exponentielle de a plus b est égal à l'exponentielle a fois exponentielle b fois l'exponentielle de moins 1 demi le commutateur entre a et b. Donc le premier terme va nous donner donc l'exponentielle b fois exponentielle a, c'est exponentielle de a plus b fois exponentielle de 1 demi du commutateur entre b et a. Et ça, c'est égal à l'exponentielle de a plus b moins 1 demi le commutateur entre a et b. Puisque le commutateur entre b et a, c'est l'opposé du commutateur entre a et b. Puisque BA moins AB, c'est l'opposé de AB moins BA. Ok? En termes matriciels. Donc c'est égal à l'exponentielle de a plus b fois l'exponentielle du commutateur entre b et a fois l'exponentielle de moins 1 demi le commutateur entre b et a. C'est égal à l'exponentielle de a plus b fois l'exponentielle de 1 demi le commutateur entre a et b fois l'exponentielle du commutateur entre b et a. S'il n'y en a d'autre que l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b fois l'exponentielle du commutateur entre b et a. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici. Je pense que je ferai dans une autre vidéo prochainement d'autres exercices sur l'algèbre quantique, hein, d'accord, pour pouvoir ensuite passer à des exercices de dimension plus physique. Voilà.